Entre ici, Jean Moulin. C'est un Youpi. Vive le Québec. Bonjour et bienvenue sur la PNIX, votre émission Relations Internationales. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière, vous l'avez entendu, puisque nous allons parler de cinéma, et pas n'importe quel cinéma, puisque nous allons parler de cinéma indien. Alors avec nous cette semaine, déjà j'aimerais vous présenter notre invitée exceptionnelle, Estelle Lichnowsky. Bonjour. Bonjour Estelle. Avec nous, accompagner évidemment vos chroniqueurs préférés. Je tiens à annoncer que Mathieu n'est pas là, que vous avez pu croiser il y a un mois, parce qu'il a dit qu'il ne vous aimait pas, vous les auditeurs, et qu'il ne souhaitait plus vous revoir. Voilà, mais avec nous cette semaine, Augustin Fanchon. Bonjour Augustin. Salut mon petit Flavien. Et je crois qu'aujourd'hui tu fais ta chronique avec une certaine Madeleine Donadieu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour Madeleine, tu vas intégrer l'équipe avec Noémie cette semaine, et ce pour toute l'année. Bonjour Noémie, on vient à toi juste après. Juste après, nous avons Hugo Joly que vous connaissez bien. Bonjour Hugo. Salut Flafla. Flafla, non mais alors Joséphine, j'attends le tien. Bonjour Joséphine. Bonjour Flavien, bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon, on parlera juste après de vos chroniques. Et enfin Noémie Broyard. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour Noémie. Bon, alors on va commencer. De quoi tu vas nous parler, Hugo et Joséphine évidemment? Eh ben, on va vous présenter les studios de cinéma dans la culture indienne. D'accord, super. Je crois que vous allez surtout nous parler d'une opposition, non? En quelque sorte, oui, on va revenir là-dessus. Ouais, un rapport. Surtout. Il y a du combat. Et ben on a hâte de vous entendre. Ensuite, je crois que nous avons Noémie. Noémie, de quoi tu vas nous parler? De la position du cinéma indien en Chine et comment il peut être représentatif des régimes politiques de ces deux pays. D'accord. Ok, ça a l'air très lourd. très lourd. Bon. Augustin, de quoi tu vas nous parler ensuite avec Madeleine? Non, c'est Madeleine qui présente. Eh ben non, on va parler du cinéma indien et pakistanais et on va parler de quelques films qui rassemblent les deux cultures, tout ça. Super. Alors, juste après cette partie chronique, on aura une petite partie invitée, interview, témoignage, un peu divan, quelque part. Estelle, on peut t'appeler Estelle ? Oui, bien sûr. Estelle, toi, tu as travaillé dans la production. Arrêtez. Dans la production. Ou Estella, comme les Indiens m'appelaient, si vous préférez. Estella. Au choix. Très bien. Estella, pourquoi pas. Non, vraiment, ils t'appelaient Estella ? Oui, ils avaient assez du mal avec Estelle. Ils rajoutaient tout le temps un A. C'est le E à la fin ? Ouais, qui passait pas, ou Estélie, Estile, Après, différentes variations. C'est sympa aussi. Voilà, ça change. Faut être open. Bah, du coup, on passera à toi juste après les chroniques. Tu as travaillé dans la production à Bombay, c'est ça, à Mumbai? C'est ça. Super. Bon, on a hâte, mais d'abord, vous l'attendez tous. Vous l'attendez tous puisque c'est la chronique de Joséphine et Hugo. Alors, salut à tous, moi c'est Collywood et j'aimerais vous présenter ma sœur Bollywood. Salut tout le monde. Alors je me présente, je dois mon prénom à ma localisation, j'habite à Kodambakam dans la banlieue de la ville de Chennai, ville du sud de l'Inde. Sachant le destin qui m'attendait, mes parents ont contracté le lieu de mon domicile avec ce que je ferais quand je serais grand pour me faire un prénom. Comme ça, ils étaient sûrs que non seulement je pourrais pas me perdre, et que je pourrais pas exercer un autre métier. Bah oui, quand t'as Hollywood dans ton prénom, ça fait un peu con de travailler dans d'autres choses que dans le cinéma. Effectivement. J'ai eu cette année 100 ans. Et oui, si on note ma naissance au moment de la création de mon premier film tamoul, Kichaka Vadam, réalisé en 1918 grâce à Nataraja Mudaliar, alors j'ai un petit centenaire tout frais derrière moi. Et moi, du coup, c'est Bollywood. Je suis sa grande sœur. J'ai grandi dans le nord de l'Inde, à Bombay, d'où Bollywood, vous l'aurez compris. C'est là où je suis née, le 7 juillet 1896. Enfin, si on considère une première projection de film en noir et blanc dans un hôtel comme une naissance. Sinon, je suis née en
Je suis née en 1913, lorsque mon moyen-métrage Raja Harishchandra connaît un grand succès et est considéré comme le premier film du cinéma indien. J'aimerais remarquer juste une seconde les progrès énormes que vous avez fait en prononciation. Je me suis incroyable. beaucoup entraînée pourtant à prononcer ce petit mot, mais là tout de suite, c'était plus compliqué. Bon, excuse-moi de t'avoir coupé. Très cher Bollywood, continue. Qu'est-ce que tu es ? Eh bien écoute, je continue. Concernant, donc moi, sinon je parle hindi, comme toi Flavien. Namasté. Contrairement à Kollywood, qui lui... que personne ne comprend parce qu'il parle tamoul. Oh là là. Ouais. Oh là là. Sachant que l'hindi, c'est la langue la plus répandue en Inde, avec près de 40% de la population qui le parle, et aussi que c'est un petit peu la langue officielle du pays, secondée par l'anglais, qui est reconnu comme la deuxième langue officielle. Donc le tamoul, n'a pas forcément une très grande portée, Colly. Oh là là, il y a de la tension, il va y avoir des explications. Je le taquine, c'est mon petit frère. Donc après, concernant ma personnalité, je dirais que dans mon type de format cinématographique, j'accorde une très grande importance aux séquences dansées et chantées. Mes films sont souvent définis comme des comédies musicales parce que il y a beaucoup de danse et de chant dedans. Mais c'est un petit peu ce qui fait ma différence et ce qui m'a permis de m'imposer dans le milieu cinématographique mondial et d'être reconnue comme un vrai genre de cinéma. D'ailleurs, je tiens à rappeler que dans l'idée populaire générale, le cinéma indien, c'est moi. Voilà, c'est clairement Bollywood. Le reste, on le connaît pas trop, notamment Hollywood, même si je dois l'avouer que tu commences à prendre un petit peu d'envergure. Mais alors, diable, pourquoi vous êtes frères et sœurs ? Alors, c'est pas très compliqué, mais ça l'est un peu quand même. Eh bien, il faut commencer par comprendre que l'Inde est un pays multiculturel. Bon, je ne m'étendrai pas vraiment sur l'histoire précise de l'Inde et des multiples cultures différentes qui vivent sous le drapeau unique, mais par multiculturel, il faut déjà comprendre plusieurs langues. On compte 18 langues majeures en Inde et plus de 22 000 dialectes. Donc autant vous dire qu'on a de sacrés écarts culturels selon l'endroit où on se trouve. En sachant que cette importante différence culturelle, notamment sur le langage entre le Nord et le Sud, la fondation d'un studio de production unique aurait posé un problème dans le sens où elle ne conviendrait pas au pays tout entier. Donc pour pallier au barrage de la langue, on a créé un deuxième studio de production, moi, qui correspond mieux à la culture sudiste de l'Inde. C'est donc pour ça que mes films sont produits en tamoul et pas en hindi. Ça, c'est Bolly qui s'en occupe. Donc voilà, c'était pas par amour d'avoir plein d'enfants que nos parents nous ont eus, c'est plutôt pour répondre aux importants écarts culturels qu'il fallait plutôt avoir un deuxième enfant. Comme ça, pas de jaloux, tout le monde est content. Enfin bon, j'espère. Même si le marquage reste relatif, tous les acteurs, actrices bilingues peuvent jouer dans les deux studios. Et on traduit bien évidemment tous nos films en hindi, comme ça, il n'y a pas de problème. Et sinon, je vais vous présenter un petit peu ma carrière, parce que s'il n'y a que Bolly qui présente sa carrière, on va considérer que moi je ne sers à rien et que je ne fais rien. Mais non. Alors je représente la deuxième plus grosse industrie de production de films en Inde, avec 260 films par an. Et des milliers de spectateurs chaque jour. Je produis des films assez variés, peut-être moins dans l'action que ma sœur, mais je reste divers. Vous pouvez trouver des styles très différents chez moi, allant du romantisme au banditisme, de la guerre à la pauvreté ou encore au terrorisme. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, on n'a pas tellement de grosses différences de production entre nous, pas vrai, Bolly ? Oui, enfin, si tu considères que produire environ 600 films alors que t'en produis que 200, c'est pas une grosse différence, si tu veux. Ouais, vende-toi. Mais en attendant, qui a produit le film le plus onéreux de l'histoire du cinéma indien, qui sait ? Eh ben c'est moi, avec un coût de 64 888 500 €. D'ailleurs, vous pouvez tous réserver vos places le 28 novembre au cinéma. Mon film arrive en France, il s'appelle 2.0. Oui, enfin, Kollywood, je te rappelle que mon chiffre d'affaires s'élève à 778 milliards de roupies, soit environ 11 milliards d'euros par an. Donc ce n'est pas ton record pour un seul film qui va me faire peur. En plus, comme l'a dit Shoket Khan, qui fait partie des grandes figures du cinéma indien, c'est le fils d'un des premiers réalisateurs, enfin des plus connus réalisateurs indiens, il dit, je cite, « Ce qui fait marcher Bollywood, c'est un cinéma en hindi, qui rallie un pays d'1,2 milliard d'âmes et d'une vingtaine de dialectes différents. » Fin de citation. Donc, je représente vraiment tout le pays, contrairement à toi. Je suis un élément fédérateur en Inde du fait de mon monopole en quelque sorte, parce que c'est moi qui suis la plus grosse industrie.
Mais ça, c'est aussi parce qu'en Inde, ce n'est pas qu'un art ou une industrie. Le cinéma, c'est vraiment une culture. Le cinéma, il n'a pas le même impact dans les pays occidentaux que dans mon pays. Les Indiens sont très tournés vers le cinéma et ils s'identifient énormément à tous les héros des films. Le cinéma que je produis, il influence vraiment le style de vie des Indiens et c'est ce qui crée leur valeur. En fait, ils se rattachent vraiment au film. Et pour eux, c'est un peu comme se brosser les dents. Le cinéma, c'est vraiment incontournable en fait en Inde. Ah ouais, ok, d'accord. Eh ben, écoute ça. Je suis tellement connu que j'ai une page de fans sur Facebook et je précise qu'elle s'appelle Kollywood Kings. Et d'ailleurs, elle a dit que Kollywood rassemblait les meilleurs artistes du cinéma indien avec mon musicien A.R. Racham qui a reçu 2 Oscars pour Slumdog Millionnaire, non négligeable, le fameux acteur Kamal Haasan et la superstar indienne Rajinikanth et le talentueux danseur Prabhu Deva. Hein, t'en dis quoi de ça? Bon, d'accord, Colly, on a compris, tu es fort. Merci beaucoup Kollywood et Bollywood, c'était hyper rigolo. On imagine que ce genre de conversation doivent avoir lieu en Inde, une espèce d'opposition, une concurrence entre ces deux studios qui en même temps emportent des symboles culturels différents. Estelle, est-ce que tu as vu des débats un peu comme ça quand tu travaillais là-bas entre non, moi je préfère le Kollywood, non mais tu rigoles, le Bollywood c'est beaucoup mieux? En habitant à Mumbai, c'est clair que le Bollywood l'emporte carrément. Oui. Après, c'est en effet un peu un combat linguistique au final, parce que le Sud essaye de préserver leur langue et ne veulent pas céder à l'hindi. Ouais, d'où la naissance de Kollywood. Et j'ai une petite question du coup là-dessus. Par exemple, le Sud, ils parlent le tamoul, mais ils arrivent à se comprendre avec le Nord ou ils font comment pour se communiquer? Pas toujours. Au final, je pense que je parle mieux hindi que certaines personnes dans le Sud. Oui, ce qu'il disait, c'est qu'en gros, donc il y avait l'hindi comme langue officielle et l'anglais comme seconde langue. Et en gros, quand ils devaient échanger avec le Nord et le Sud pour des affaires étatiques, etc., et ils parlaient anglais parce que comme ça, il y avait plutôt que l'hindi. Exactement. D'accord. Écoutez, on continue cette interview tout à l'heure. On continue. Ça fait 2 fois que je dis continue, il faut que j'arrête la répétition. On poursuit tout de suite avec Noémie. Noémie, tu vas nous parler du cinéma indien pakistanais. Non, chinois. Non mais confonds pas tout, Flavien, ça va pas aller. Mais je suis perdu. Quelle idée de sortir en boîte avec toi hier soir, Augustin. Hier soir, j'étais très calme, Flavien. Ouais, c'est pas ce qu'ils disent tous. Non, taisons les rumeurs. Augustin, Noémie, pardon, tu vas nous parler donc du cinéma indien en Chine. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous le savez, l'univers culturel représente un véritable enjeu et les deux puissances chinoises et indiennes sont aussi en concurrence dans le domaine du cinéma. La Chine, elle, tente de s'exporter mondialement pour étendre son influence et est le 2e marché du cinéma derrière les États-Unis de George Clooney ou Harvey Weinstein. L'Inde, quant à elle, est le premier producteur de films au monde, 1300 longs métrages produits par an en moyenne. Les États-Unis et leurs quelques 700 films et la Chine autour de 400 ne pèsent pas bien lourd en face. Ils doivent en avoir les idées des scénaristes ou alors ils travaillent 23 heures par jour. Moi je peux pas. Ça. Peut-être. Par exemple, parce que je dors parfois. Peut-être qu'ils dorment pas. Pour vous parler au mieux de ce sujet, j'ai préféré écouter une personne plus qualifiée que moi et qui parle en connaissance de cause, celui de Ning, en l'occurrence, étudiante chinoise en art. Elle juge tout d'abord que très peu de films indiens sont autorisés et diffusés sur le territoire. En effet, la plupart des films étrangers diffusés sont américains ou français. La Chine est dans une dynamique de soft power, c'est-à-dire qu'elle cherche à établir une domination et à étendre son influence dans le monde grâce à son industrie du cinéma. Certains de ses films affichent les plus hautes recettes mondiales et de nombreux longs métrages ont été récompensés, notamment au Festival de Cannes ou celui de Berlin. Le cinéma chinois s'ouvre de plus en plus à l'international, mais rechigne cependant à s'ouvrir son propre marché aux étrangers. Ning a quand même retenu un film indien qui l'a marqué, Dangal, qui parle de l'entraînement d'une lutteuse olympique indienne, et il l'a marqué du fait du message d'espoir qu'il porte et de ses valeurs sportives et humaines. Ainsi, grâce à Dangal, premier film non chinois et non hollywoodien connaissant un succès fulgurant en Chine, le cinéma indien se crée une ouverture, synonyme peut-être d'un grand futur commun.
Mais est-ce que le cinéma indien veut étendre son influence comme le fait le cinéma chinois? Et non, en revanche, le cinéma indien, lui, n'est pas dans une dynamique d'ouverture à l'international. Et oui, une bonne raison à ça, c'est que juste dans les années 90, le cinéma indien n'était qu'un simple moyen de blanchir de l'argent, empêchant tout investissement extérieur et d'exportation à l'international. Ah, pas pratique. Et oui. C'est après ça que ça va un peu plus se libéraliser par une ouverture économique du pays, libéralisation très marginale, attention, qui s'explique par un lancer de l'accumulation. La langue, les manques de moyens du cinéma très pauvre en Inde tenu par souvent de simples artisans, l'organisation cinématographique du pays en territoire de distribution suivant chacun leurs propres règles sont des facteurs qui empêchent cette ouverture. Mais c'est surtout et évidemment la censure constitutionnalisée en Inde selon l'article 19, fait amusant, son titre est relatif à la liberté d'expression. Ils sont forts quand même. La censure du cinéma est au même niveau que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, par exemple. Cette censure est mise en place par le bureau des censeurs qui supprime toute scène violente ou sexuelle. Que ce soit en Inde ou en Chine, la censure est représentative de leur système politique de contrôle strict de la population. La Chine, à défaut d'élever cette pratique à un niveau constitutionnel, établit une loi en 1930 à ce sujet. Le bureau des régulations, celui de la censure, de l'industrie du cinéma pour être plus clair, suit un protocole de censure. C'est là-bas que les scènes violentes et sexuelles sont systématiquement supprimées, original, tiens, et les titres et textes parfois changés. Cette censure peut paraître contraire aux dynamiques de la Chine qui cherche à établir un soft power, nuançable puisque cette nouvelle puissance cherche à établir une domination sans l'influence des autres industries cinématographiques sur son territoire. Pour ces gouvernements, il s'agit de protéger la souveraineté et l'intégrité nationale, la sécurité de l'État, les relations avec les puissances étrangères, l'ordre public, la décence et la morale, ou encore empêcher l'incitation au crime et la diffamation. Quel avenir, tu réserves à l'industrie indienne quant à la qualité de leurs films? Alors, malgré la censure, c'est Ning, elle, émet un avis, c'est que la Chine et l'Inde peuvent très bien s'établir comme deux puissances cinématographiques mondiales, si ce n'est les deux plus grandes. En effet, leur cinéma se diversifie de plus en plus, ce qui laisse une marge de liberté pour les réalisateurs qui produisent des films dits engagés. Le cinéma indien qui reste basé sur des romances ou de l'action peu recherché tente de plus en plus d'être le miroir de sa société. C'est ainsi que le film La saison des femmes de Lina Yadav s'impose comme un film féministe, alors que la situation des femmes dans la société indienne est l'une des plus insécuritaires au monde. De cette même conception, Une pluie sans fin de Dong Yue s'inscrit comme l'un des films chinois de 2018 les plus prometteurs par son synopsis retraçant la période de la grande accélération de 1990. Le succès des films engagés en Inde est différent de celui en Chine, puisque ce sont surtout des films de romance ou de Bollywood qui rencontrent le plus de succès, alors que la Chine, elle, arrive à s'émanciper de son image de films d'arts martiaux pour raconter des histoires émouvantes, comme le souligne Ning. Alors, il y a Bollywood et Hollywood qui vont s'en prendre à Je toi. tiens à noter que c'était Bollywood qui est le plus représenté encore. J'aimerais conseiller à Ning de venir voir mon prochain film 2.0. Ça va être un peu compliqué avec les restrictions chinoises. Et justement, est-ce que cette rivalité, est-ce que quelque part ces deux industries sont symboles de rivalité entre la Chine et l'Inde? Et oui, puisque selon Ning, la Chine serait une industrie se développant plus rapidement et serait plus susceptible d'être engagée que l'Inde. Donc ça c'est la version chinoise. Rappelons qu'elle est étudiante chinoise en art. Voilà, c'est ça. Il y a un parti pris quand même. Mais Et en effet, il y a un parti pris, mais les sources indiennes, oui, elles, comme de nombreux studios de Mumbai, énoncent comme par hasard le contraire, avançant des arguments de changement de pensée, de tradition en Inde, ayant vocation à rendre ce cinéma plus libre et donc rayonnant à l'international. D'accord. Il y a débat. Donc on verra dans quelques années, mais je pense que... Enfin, alors... Qui suis-je pour penser, quelque part? Moi, quand je t'entends, Noémie, je me dis, mais c'est dingue quand même, parce que le cinéma chinois, même indien, mais chinois et indien, les deux, ils produisent un nombre incalculable de films, et en France, on en a rarement, ou alors je me renseigne mal, mais on a très peu. Le cinéma chinois, c'est faux un peu, parce que sur les 30 premiers films qui ont le plus gros
les plus grosses recettes, il y en a à peu près 8 qui en font partie, à compter dans le monde avec tous les films hollywoodiens. Et en plus, ils ont été récompensés au Festival de Cannes. Par contre, la dynamique de l'Inde, c'est surtout conservateur, c'est-à-dire qu'ils vont plus... ils vont pas s'exporter à l'international comme pourrait le faire la Chine ou Après, Hollywood. il faut mettre en perspective, quand on parle de chiffres énormes, c'est pas le même public. Quand on fait du cinéma en Norvège, en norvégien, il y a moins de monde qu'en Inde et en Chine. Donc évidemment que les chiffres grossissent plus facilement. Ouais, surtout que j'ai pu comparer à peu près, quand on parle de recettes, il faut aussi regarder le prix des places de cinéma. Et en Inde, elles sont vraiment pas du tout excessives. Oui. Ouais. D'accord. Donc, ça joue sur le volume. Ouais. Par contre, le Bollywood s'exporte très bien auprès de la diaspora indienne qui est à l'international. Ouais. Bon, notamment en Angleterre, j'imagine. Royaume-Uni. Angleterre, Australie, Canada. Bon, on en reparlera juste après. Mais en attendant, je crois qu'une nouvelle chronique se prépare. Puisque nous avons Augustin et Malène qui vont nous parler. Et alors attention, roulement de tambour. Du cinéma indien au Pakistan. Oui, c'est ça. Non, on s'est focalisé sur le cinéma indien au Pakistan, du coup. On a commencé par interviewer une personne qui est allée en Inde et qui connaît un peu le cinéma indien. Et c'est vrai qu'en discutant avec des personnes, avec elle et d'autres personnes qui y sont allées, on se rend compte de la différence qu'il y a avec l'Europe. Déjà, les places sont attribuées et il y a des serveurs qui passent dans les rangs pour proposer des plats, des boissons pendant la projection, donc bien différent qu'en France. Elle nous a dit qu'aller au cinéma en Inde, c'est une expérience recommandée et que même si le film est en indien, faut vraiment pas s'inquiéter, on comprend toute l'histoire. C'est vraiment l'occasion de se plonger dans cette culture indienne très riche, mais je pense qu'Estelle pourra nous en parler plus précisément tout à l'heure. Alors ensuite, on a contacté Patrick de Jaclot, donc il est journaliste français en Inde et il a notamment travaillé pour les Échos jusqu'en 2015. Alors même si c'est pas un spécialiste du cinéma indien, on lui a posé quelques questions et donc il nous a répondu. Il nous a expliqué qu'en effet, il y a plein de films d'action où les méchants sont des terroristes pakistanais, mais il y en a aussi d'autres qui sont plus neutres et il nous a notamment conseillé de regarder le film Veer Zara. Donc on s'est motivé à regarder ce film de 3h10, je peux vous dire que c'est très long, voilà. Mais ça vaut quand même le coup de voir ce film. Alors c'est très bollywoodien, donc beaucoup de danse, de musique, mais c'est vrai qu'on n'est pas déçu de le regarder. Alors je vous le résume rapidement, mais c'est un Indien qui travaille dans l'India Air Force, où il sauve des vies. Et un jour, il sauve la vie d'une fille pakistanaise. Et je vous passe des longs moments, mais ils tombent bien sûr amoureux de l'un de l'autre. Et donc, sauf qu'après moult péripéties, il se fait emprisonner au Pakistan. Et en fait, ce film, c'est un peu un Roméo et Juliette indien. Mais pour autant, c'est pas forcément une critique du Pakistan. Alors tout à l'heure, je vous disais que certains films indiens, que dans certains films indiens, les Pakistanais sont des terroristes. C'est notamment le cas dans le film Rise. Oui, c'est ça. J'ai une prononciation. Et donc dans ce film, les terroristes sont les musulmans. Donc le gouvernement pakistanais a alors interdit la projection de ce film dans ses salles. Et en fait, le cinéma, c'est devenu un enjeu politique et une scène de tension entre les deux puissances nucléaires dans la région, et notamment sur la question du Cachemire. Donc là, je vous conseille de retourner voir la petite chronique d'il y a un mois. Et en fait, les films indiens, ils sont vraiment appréciés au Pakistan. Donc du coup, l'industrie cinématographique indienne, elle en profite parfois pour prendre position. Et pour le coup, les Pakistanais censurent les films. Donc de son côté, l'organisme représentant les studios indiens, l'Indian Motion Pictures Producers Association, elle interdit aux acteurs et techniciens pakistanais de travailler à Bollywood. Donc vous imaginez bien qu'en réponse, le Pakistan a interdit de nouveau la diffusion de films indiens et ainsi de suite. Donc c'est un véritable cercle vicieux. Et comme on l'avait expliqué il y a un mois, les relations indo-pakistanaises ne sont donc vraiment pas au meilleur et il n'y a rien qui arrange même au niveau du cinéma. Mais on a trouvé un bon contre-exemple. L'acteur Shah Rukh Khan, oula, je suis vraiment désolée, la prononciation. Il faut que Joséphine te donne des cours. c'est un peu dur quand même. Donc Shah Rukh Khan, qui est un acteur indien musulman, et c'est pourtant aujourd'hui une des plus grandes stars de Bollywood. On l'appelle même le King of Bollywood. Il a notamment fait un film qui s'appelle Hey Ram,
la prononciation, c'est bon, qui revient sur la partition entre l'Inde et le Pakistan, et un autre qui s'appelle Jusqu'à mon dernier souffle, qui porte sur le Cachemire. Regardez un peu sur ce film, enfin sur ce dernier film. Jusqu'à mon dernier souffle, c'est vraiment le Bollywood par excellence, c'est-à-dire la romance, le drame, accompagné de danse et de musique kitsch. C'est un film, c'est un film de Yash Chopra qui rassemble ses composantes pour en faire un des meilleurs Bollywood de ces dernières années, pardon. Il est sorti en 2012 et raconte l'histoire de la romance de Samar et Akira au Cachemire. La presse parle d'un récit magique, dynamique, puissant, un cocktail d'émotions explosifs, une poésie, bref, c'est un grand succès. Avec une distribution dans environ 2500 salles et une nomination au Festival de Marrakech. Le réalisateur, donc Yash Chopra, ou le roi de la romance, comme on le surnommait à Bollywood, est né en 1932 à Lahore, dans l'Inde britannique, une ville qui est devenue pakistanaise lors de la partition des Indes en 1947. Il décède environ un mois avant la première indienne de son nouveau film. Entre les années 60 et 70, il devient un véritable novateur des productions de Bollywood, avec ses paysages romantiques, ses costumes somptueux, et ses chansons entraînantes. Des composantes qui font l'identité du Bollywood maintenant. Son film témoigne des tensions au Cachemire, mais sous le prisme de l'amour, bien sûr. Pour les fans de Bollywood, on le conseille vraiment, ça vaut le coup. J'irai le voir, du coup. Merci beaucoup Augustin et Madeleine, c'était super intéressant. On va continuer sur notre lancée, vous en avez envie, vous n'arrêtez pas de lui poser des questions, c'est intenable. Estelle, tu as travaillé dans la production en Inde, et notamment la production de Madame Bollywood. C'est ça ? Coucou. Et donc en fait, alors déjà on voulait te dire qu'on est très fiers de te recevoir. Et puis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on aimerait savoir, déjà, combien de temps tu es resté en Inde, quelle a été un peu ton expérience ? D'accord, merci à vous de me recevoir. Je suis très contente de partager ce moment avec vous. Donc moi, je suis restée à peu près 3 ans en Inde. J'y suis d'abord allée, en fait, pour mon stage de fin d'études en commerce international et langue étrangère. Donc, pas grand-chose à voir avec la production. Ça se retrouve, certaines choses c'est marrant parce que finalement on peut tout faire. C'est pas. Qu'est-ce qu'il disait ? Alors là je change de sujet, mais c'est pas finalement le diplôme qui compte, c'est ce qu'on en fait, quoi. Tout à fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci. Mais du coup, oui, le secteur du cinéma et notamment en Inde m'avait toujours attiré, donc je me suis dit qu'il fallait tenter le coup. Et donc du coup, à quelle occasion tu as pu travailler dans le monde du cinéma et de la publicité Et de la publicité aussi. Donc dans un premier temps, en fait, j'ai travaillé sur des projets français qui ont été tournés en Inde. Donc là, c'était destiné au public français. Un téléfilm de TF1, Coup de foudre à Jaipur. J'adorais. Avec Ryan Bensetti et Lucie Lucas. Enfin, je veux dire, nous c'était pas mal, mais je préfère Bollywood. Oui. Voilà, donc qui a été tourné à Jaipur. Le Rajasthan, c'est une région qui est assez populaire pour les tournages étrangers parce qu'il y a de beaux décors et puis c'est assez exotique. J'ai aussi travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça, diffusé sur France 2, que je ne connaissais pas avant. Non. Pas du tout. Non, parce que c'est un phénomène quand même. Hein. Ça fait longtemps aussi. Ouais, je crois qu'ils ont fait 10 saisons. Ah ouais, non, on voit les enfants grandir. Je pense mais c'était très très sympa. Ouais. Donc 2 épisodes qui. Oui, c'était un mariage, non, oui, là-bas. Mais il se marie. Enfin, il se marie. C'est le fils. Non, pas au final. Elliot. Voilà, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Il était premier de la classe avant. Bref. Pardon, j'aime beaucoup. Mais il s'est enfui avant la fin. Ah ça. Du coup, tu travaillais dans la production de films, donc du coup plutôt destiné au public français, pas indien. Voilà, français. Mais après ça, j'ai rejoint une maison de production de publicité. Et donc là, c'était vraiment destiné au public indien. Et t'as pu observer finalement des différences entre ton travail en France, dans ce monde un peu de production qui touche au cinéma, et le monde indien ou... Même si le processus de production au final est à peu près le même, il y a bien sûr beaucoup de différences dans le monde du travail. Premièrement, en Inde, l'Inde n'a pas le même code du travail et c'est clair qu'il n'y a pas les 35 heures, certainement pas dans l'audiovisuel. Ça viendra. Non, ça vient.
peut-être. C'est des travailleurs acharnés, les Indiens. Oui, beaucoup. Bon, après, c'est difficile de faire des généralités Oui, parce que bien ça sûr, dépend. bien sûr. Voilà, ça dépend des villes. Mais Mumbai, c'est la ville du monde dans laquelle on travaille le plus. Mais par rapport aux 35 heures françaises, je sais pas si toi tu travaillais autant que les Indiens ou quoi, mais normalement oui. Du coup, c'est combien d'heures à peu près par semaine? On les comptait pas. Franchement, ça veut tout dire. Déjà, la notion de week-end, c'était assez compliqué. Ah oui, il n'y a pas de week-end du tout? Si, mais déjà, Il y a des jours bien de souvent, c'est une semaine de 6 jours. Oui. Dans les entreprises plus classiques. Après, c'est vrai que l'industrie audiovisuelle est quand même différente parce qu'il y a un peu plus de contraintes, on va dire. Mais oui, ça nous arrivait souvent de tourner les week-ends quand même. Ouais. J'imagine que dans ces milieux, même en Inde, il faut aussi se faire sa place et donc travailler. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un secteur qui est très dynamique, donc il y a beaucoup de travail et c'est aussi très compétitif. Donc, pour beaucoup de travailleurs, quand même, ils sont conscients que s'ils ne se plient pas aux exigences, il y a une longue queue de candidats qui sont prêts à prendre leur place. Et bon, c'est quand même c'est difficile à observer parfois. Mais bon, c'est aussi un métier qui est de passion. Donc, et en tant qu'Européenne, est-ce que tu étais avantagée? Alors, on le voit pas à la radio, là, évidemment, mais c'est vrai que... Honnêtement, moi, j'étais dans une entreprise qui était complètement indienne. Donc, j'étais la seule Européenne, en fait, dans mon bureau. Donc, il n'y avait pas de différence pas forcément avantagée, non. L'inverse, peut-être? Non. 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 C'est Après, super, c'était vraiment une entreprise. Ils travaillent beaucoup quand même sur le relationnel. Donc, toute l'équipe était assez rapprochée. D'accord. Donc ça, c'est Et sympa. comme on parlait tout à l'heure des langues, donc toi, au boulot, tu parlais anglais. C'est tout se faisait en anglais ou pas? Anglais. Après, j'ai quand même beaucoup amélioré mon hindi parce que souvent, il y a des discussions qui partaient un peu en hindi. Moi, j'aimerais bien voir du coup Flavien échanger non, alors moi, je sais en dire hindi. rien du tout. Je sais dire mon nom est Flavien. Après, c'est déjà pas mal. Ça viendra. Ouais. J'ai un semi-partiel ce soir, alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Non, mais j'ai pas le niveau de tenir une conversation. Déjà, j'arrive à lire l'alphabet, C'est déjà bien. Non, mais c'est en phase d'appréhension. On verra dans un an. Dans un an, et je te modifie, on fera. Non, mais parce qu'elle me cherche à toutes les émissions, quand même. C'est faux, Flaus. On va se battre un petit peu. Bon, et on revient à l'interview, quand même. Tu nous as dit que tu avais travaillé dans la pub. Est-ce que c'est arrivé, comme ce qu'Augustin et Madeleine nous parlaient, est-ce que certains films au Pakistan, en Inde ou en Chine, que des publicités ne puissent pas être diffusables dans certains pays, que des représentants, des acteurs se voient jeter en quelque sorte l'opprobre parce qu'ils ont fait certaines pubs dans tel pays pour tel produit ou tel film par rapport aux mœurs. Aux mœurs, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu as entendu des histoires comme ça là-bas? Donc, on reproche surtout à la pub de parfois véhiculer des valeurs négatives. Par exemple, l'apologie de la peau blanche avec les crèmes éclaircissantes qui sont très populaires en Inde. Et donc, certaines célébrités ont pu être critiquées pour leur choix de représenter ce genre de marque. Mais c'est quand même le cinéma qui s'attire les foudres des politiques. Il est assez fréquent qu'il y ait des manifestations, des rassemblements pour lutter contre la sortie d'un film qui, sous prétexte qu'il offense des valeurs morales ou le sentiment religieux, souvent quand même des communautés. Qui sont très diverses et nombreuses en Inde. Donc, c'est quand même difficile de faire un film, au final, qui ne va pas heurter qui que ce soit, on va dire. Oui, mais c'est dingue, parce qu'on retrouve vraiment cet aspect de culture du cinéma, parce que, on verra pas ça dans les autres, je crois, dans les autres pays, des gens sortir dans la rue parce que le film attaque leurs valeurs. Ils prennent vraiment les choses à cœur. Après, tout à l'heure, pardon, excuse-moi Noémie, mais tout à l'heure, tu disais qu'ils descendent dans la rue pour lutter contre la sortie de film. Moi, par exemple, je pense à la sexualité. En France, quand le film, il s'appelait comment? Alors La vie d'Adèle déjà. Mais à la rigueur, c'était déjà un peu libéralisé. C'est quoi? C'est Emmanuel ou je sais plus je sais plus comment il s'appelait ce film, mais c'était il y a 30 ans. Cochon, Non, mais c'est à 30 ans et ça avait fait quand même un peu un scandale en France, alors qu'on
Donc c'est aussi une histoire d'époque aussi, ça va peut-être évoluer avec le temps. Puis j'imagine que la religion, elle est très présente en Inde. Oui, Ouais. oui. Pour diverses communautés. Mais c'est vrai que là, ça va quand même assez loin parce que ça va jusqu'à des menaces de violence physique, saccage de salles de cinéma. Après, ça va... Noémie a parlé de la censure. Donc c'est vrai que tous les films doivent passer par le bureau de cette censure. Ils ont quand même fait Ils sont améliorés, on va dire. Mais ça reste compliqué. Tes collègues, par exemple, sur place, s'étaient déjà vus refuser des scénarios, des films, des choses comme ça par cet organisme? Bah, c'est souvent un débat, en fait. Donc, c'est quand même... là, pas mal de films ont quand même eu gain de cause pour être diffusés. Mais c'est compliqué. Et est-ce que... J'imagine qu'il y a des tas de films qui se font diffuser ailleurs, du coup, qui comment dire, qui se font diffuser sur d'autres plateformes, sur Internet ou dans d'autres pays pour ensuite revenir en Inde par Internet, ou c'est plutôt rare quand un film est refusé, il est refusé, basta. Non, maintenant je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité à quand même trouver un public au-delà des salles de cinéma. Mais je pense même à des films commerciaux. Il y a un acteur, Amir Khan, que je vous recommande de regarder ses films, parce qu'au-delà de la musique, de la danse, il y a quand même, il arrive à créer un débat social qui est important pour le pays, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Oui. Donc, dans son film Piquet, par exemple, c'est pas qu'il s'en prend, mais il dénonce un peu via une satire les superstitions religieuses et les gourous spirituels. J'imagine, on voit en tant qu'Européens et qu'étrangers à ce monde que la danse ultra présente, que la musique qui rythme le film, etc. Mais j'imagine qu'il y a aussi dans le Bollywood, n'est-ce pas Joséphine, il y a tout type de genre, j'imagine, non? Est-ce que c'est que... Tu disais que c'était un peu du cinéma engagé. Bah, ça devient... plus intéressant maintenant, je trouve, parce que voilà, il y a des réalisateurs qui arrivent à prendre un peu plus de risques, entre guillemets, et à aller au-delà du film traditionnel romantique, même s'il y a des aspects qui se retrouvent, pour quand même engager un débat social. Il est récent ce changement ou ça fait déjà une dizaine d'années? C'est progressif, ça fait quand même quelques années. D'accord. Piquet, il date de 2014. Ah oui, donc quand même. Donc donc j'imagine que si c'est sorti en 2014, ça a déjà dû faire débat en 2010 dans des organismes de censure, etc. Donc ça évolue. Oui. Et la censure, voilà, c'est aussi sur les scènes sexuelles, le langage aussi vulgaire. Un des derniers films qui a pas mal bataillé pour être diffusé, il s'appelle Urta Punjab. Donc c'est sur la drogue dans le Punjab. Donc, pareil, communauté là-bas pas très contente de cette représentation négative de l'État. Oui. Et puis du langage. Je me souviens, c'était le maire de Dunkerque. Non, pas de Dunkerque. Vous savez, il y avait un film, c'était absolument horrible. Il y a un mec qui venait, c'était Dunkerque, il me semble, qui venait de Dunkerque et qui avait demandé en France à le... Non, qui avait rien à Dunkerque, c'était mort maintenant. Et que le maire de Dunkerque avait gueulé. Ça se retrouve aussi finalement dans les autres pays. Quand on s'en prend à quelqu'un, ils sont toujours... c'est normal aussi. Oui. Le débat est ouvert quand il y a ce genre de revendications. Non, mais tu dis pas qu'on est des drogués ou c'est assez... Ah oui, tout le monde rajoute son grain de sel. Hein. Après, ça, je pense que c'est universel, on va dire. Mais c'est vrai que parfois, ça part de rien. Enfin, là, un des films qui a fait beaucoup polémique dernièrement, Padmavati. Enfin, le titre a été changé à Padmavat. Voilà, pour essayer d'apaiser un peu les... Ça veut dire quoi? C'est le nom, en fait, d'une reine. Donc, ce film raconte l'histoire de cette reine, Padmavati, qui était au XIVe siècle. Oui. Dans le Rajasthan. D'accord. Enfin, et pourquoi ça a fait scandale, alors? Et donc, c'est parti d'une rumeur selon laquelle, en fait, elle serait représentée sous un mauvais angle, et notamment dans une scène intime avec un roi musulman. D'accord. Dans une scène de rêve. Donc ça, c'était une rumeur. Donc en fait, la polémique a commencé dès le tournage. Et il y a même eu en fait la vandalisation du tournage. Le réalisateur a été giflé, enfin des menaces contre l'actrice. Donc ça allait assez loin quand même. C'est incroyable, oui. Mais
Donc là, ça a offensé en fait la communauté Rajput parce qu'il dénonçait une représentation erronée de l'histoire. Au final, une fois le film sorti, il a été banni, interdit en Malaisie à cause de sa représentation négative du roi musulman, qui était assez stéréotypé et malfaisant. Et les féministes n'étaient aussi pas très contentes avec ce film. Mais bon. Ça suscite le débat au moins. Voilà. Il y a des réactions. Mais un super film visuellement quoi, et musicalement. Eh ben, on ne manquera pas d'y aller. Ouais. Augustin, petite question, mais alors ça change un peu de sujet, mais vu que c'est très populaire le cinéma, une place de cinéma à peu près ça coûte combien ? Donc, comme pour tout, à peu près en Inde, il y a tous les prix. Donc, ça commence à très bas, peut-être 100 roupies, qui fait 1,50 €. D'accord. Jusqu'à, pour avoir des places plus confortables, tout ça, 500 roupies. Ça reste quand même raisonnable. Voilà. Bah, pour un Français, 500 à 800, voilà. Mais en Inde, ça commence à faire un peu plus cher. Parce que j'imagine qu'en plus vu que l'Inde, il y a quand même beaucoup de pauvres, c'est qu'une partie de la population qui peut se permettre d'aller au cinéma. Pour les premières places les moins chères, un Indien... Est-ce qu'un Indien, oui, ouais, des classes populaires. Je pense que ça reste accessible à tout le monde. Peut-être pas forcément dans les salles de cinéma, mais maintenant même, tout le monde a un smartphone. D'accord. C'est la base. Donc les séries télé aussi sont assez populaires. Et Madeleine, tu nous en parlais tout à l'heure de la dame que tu avais interviewée. Oui. Décris-nous, qu'est-ce que c'est que d'aller au cinéma? C'est vrai que l'expérience est différente. C'est en effet très vivant. Ici, je ne sais pas si quelqu'un répond à son téléphone, on va quand même trouver ça un peu irrespectueux. Bon, oui. En Inde, ça passe, parfois ça applaudit. Mais la plus grande différence, c'est que tous les films commencent par l'hymne national. Donc, il faut se lever et écouter. Un moment de communion, comme si quelque part les films indiens faisaient partie de la culture, de l'identité. Patriotisme. J'ai une question. Est-ce que les films hollywoodiens ou étrangers, il y a quand même l'hymne national qui est fait avant la projection? Ah oui. Ah oui, vraiment à chaque fois. Ouais. C'est marrant. En fait, c'est plus le cinéma qui c'est pas le film, c'est vraiment le fait d'aller là-bas qui est un acte de citoyenneté en quelque sorte. Ouais, c'est voilà. C'est vraiment un moment familial parce que il y a souvent des petits aussi qui sont au cinéma. Pour tous les films. Quoi. Mais j'imagine que toi, la première fois que tu as dû y aller au cinéma, c'est déjà tu étais au courant qu'il y avait l'hymne? On t'avait dit au courant? Oui, il me semble qu'on me l'avait dit. Et tu le connaissais, l'hymne? Non, Donc tu te lèves et... Moi, tu te lèves quand même, bien sûr. Ouais, d'accord. Mais ce que j'imagine, c'est une obligation, quoi. Oui. Non, c'est mal pris si on se lève pas. Vaut mieux être au courant. Donc si vous allez en Inde, on se lève. On se lève. Tout le monde se lève. Et hop. Et puis il y a toujours une intermission aussi, vu la longueur des films. C'est rigolo. Oui. T'as le droit de sortir, le film est en pause. Voilà, pendant 5-10 minutes. Ah ouais, c'est remarquable. Voilà, pour aller passer commande. D'accord. Disons, oui, c'est un autre monde finalement. Ils ont adopté vraiment des marques différentes de ce qu'on a pu faire du cinéma chez nous. Ma phrase est interminable. Je vois les yeux de Joséphine. Elle me regarde. J'ai cru qu'elle allait me taper. Bon, tu penses retourner en Inde pour travailler dans la production encore, toi, ou pas? Est-ce que t'as aimé ton expérience? Ah oui, non, ça a été une expérience très enrichissante, ça c'est sûr, tant sur le plan professionnel que personnel. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la production, c'est que ça permet de rencontrer vraiment une grande variété de personnes différentes et de tout horizon, quoi. Donc en Inde, il y a vraiment un mélange de toutes les classes quand même. Ah oui, malgré ce qu'on peut en dire, malgré... Oui, après sur un plateau, il y a de tout, donc c'est génial. Alors je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais toi, est-ce que tu l'as senti, parce que je sais que maintenant c'est interdit, mais les castes, on le ressent encore, ou toi tu l'as ressenti ou pas? Ça se ressent encore un petit peu, bien sûr. Ça a été, ça disparaît pas du jour au lendemain. Évidemment, oui. Après, je trouve qu'il y a quand même une communication qui est plus facile entre toutes les... Ah oui. Ouais, toutes les personnes. C'est beaucoup moins formel peut-être au final qu'en France. Mais ça se ressent.
Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est prenant parce qu'ils sont tellement nombreux, il y a tellement de monde. Quand on pense à la façon dont on pourrait mettre tout le monde au même niveau, Ouais. c'est... Et du coup, C'est question compliqué. aussi qu'il n'y a pas grand chose à voir avec le cinéma, Mm. mais bon, vu que tu es allée en Inde, tu vas savoir. Parce que étant une femme, et que là-bas, les femmes, elles ont une situation un petit peu disons, particulière, tu as vraiment ressenti ça? Parce que je sais que, notamment les viols dans la rue, etc., c'est commun. C'est j'ai envie de dire. c'est l'image finalement qu'on nous renvoie parfois quand on parle de la condition des femmes C'est en du Inde. coup- quand Oui, on en parle je en me rends France. bien compte aussi que beaucoup de personnes, c'est la première chose à laquelle ils pensent quand Est-ce on que c'est la parle de l'Inde. réalité? Encore une fois, c'est vraiment difficile de dresser un portrait général de l'Inde parce que c'est tellement grand et vaste, ça dépend vraiment où, quoi. Après, Mumbai, c'est très safe, en sécurité. Donc en production, moi je finissais tout le temps très tard et j'ai jamais eu aucun souci à rentrer tard. Bon, après, parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir prendre un taxi à moindre coût. Et oui, c'est plus Donc sécurisé. ça fait aussi partie D'accord, mais je pense qu'on des fera- avantages. Si on parle de la capitale Delhi, bah oui, il faut éviter de sortir seul après 6 heures du soir, 6 dès heures. qu'il fait nuit, quoi. En fait, il fait nuit tôt, donc voilà. Mais à Delhi, c'est d'une façon générale pas moins- très safe, Ouais. parce que c'est beaucoup plus politique, donc et la population n'est pas la même. Mais du coup, par exemple, à Delhi, il faut... si par exemple je sors avec des garçons, là, j'ai pas de souci. Mais je peux pas sortir toute seule. Bah, vaut mieux éviter. Après, Oui, non, mais après évidemment, je caricature, mais... C'est un peu comme de partout, il faut quand même avoir du bon sens, on va dire. Il y a des quartiers à éviter, ce genre de choses. Mais c'est bien que tu nous en aies parlé, Joséphine. Je pense qu'on en fera une émission Conditions des femmes dans le monde indien, un peu pareil. On va toujours parler les trois champions, hein, Pakistan, Chine, Inde, et peut-être un petit peu tout ce qui est un peu Laos, Indochine, ex-Indochine. Mais ça dépend. Je sais pas je si parle ça colonial. vous intéresse, mais c'est vrai que faut toujours comprendre un peu d'où les gens viennent, et c'est vrai que selon le contexte, ce qu'on pourrait juger comme étant une mauvaise situation entre guillemets ne l'est pas forcément pour eux. Oui. Donc J'imagine que les choses évoluent aussi. Voilà, ça évolue avec le temps. Et puis, oui, il y a vraiment de tout, quoi. Affaire à suivre, on essaiera de faire vraiment. Alors, moi, ça me tient à cœur, je pense que vous aussi. Oui, je te suis là-dessus. On essaiera de faire une émission. Première bonne idée. Oh, mais il est méchant. Non, bon, c'est super intéressant. Si tu devais retenir qu'une seule chose de ton expérience, ce serait quoi pour le mot de la fin? Alors pour moi, Mumbai, c'est la résilience, quoi. Vraiment cette capacité de continuer quoi qu'il arrive. Et bon, rien n'est impossible. D'accord. Voilà, Comment dans ta voilà, réalité, rien n'est impossible. Bon, c'est un très beau mot de la fin, même si on a plusieurs. Je voulais te poser une dernière question. Ah bah, tu m'as Elle va devoir zigouillé refaire un mon mot de la Ouais, fin. elle va devoir refaire. On n'en a jamais assez des mots de la fin. Je veux dire, on est bon. Très C'est bien. jamais fini. Voilà. Comme- Je veux dire, je suis quand même un peu resté sur ma faim, moi, après que Bollywood m'ait explosé. Mais petite question, je suppose qu'elle est très pertinente, bon voilà, qu'on me la poser. Est-ce que ce serait souhaitable pour une forme plus uniforme, culturellement, de réunir les deux studios de cinéma ou conserver deux studios de cinéma culturellement différents? C'est mieux pour l'instant parce que ça représente mieux, ou ça porterait, ce serait peut-être plus souhaitable d'unir les cultures pour avoir une plus grande uniformité culturelle sur le territoire, pour moins qu'il y ait de diversité, moins pas de guerre, mais De rivalité. voilà, moins de rivalité culturelle, voilà, c'est ça. En même temps, la différence est Non, une je richesse. pense que l'Inde, c'est vraiment un pays multiculturel qui réussit pas trop mal à gérer cette multiculturalité, contrairement peut-être à d'autres pays, et que justement, d'avoir différents cinémas, c'est porteur pour l'Inde, Oui, et important aussi pour chaque communauté pour De se sentir voilà. représenté. Exactement. Puis je pense qu'il D'accord. faut aussi remettre dans le contexte. L'Inde, c'est pas aussi grand que l'Europe, mais c'est presque un continent. En Europe, on parle pas tous la même langue.
Il y a du cinéma tchèque, il y a du cinéma italien, allemand, français. Enfin, je pense que la différence, c'est aussi important. S'ils parleraient tous hindi et que ce serait la même chose d'un quartier à un autre, d'une région à un autre, ce serait moins humain. Puis ça peut permettre aussi justement au cinéma peut-être un peu plus indépendant de trouver une place à plus grande échelle au final, si c'est pas auprès de Bollywood, ailleurs. Donc, D'accord. Bon, écoutez, c'est quand même un beau mot de la fin, même si Hugo, je te retiens. Écoutez, on va terminer là-dessus si ça vous dérange pas. Merci beaucoup Estelle d'être venue, c'était un plaisir vraiment. Ton expérience est vraiment super intéressante. La semaine prochaine, ne manquez pas l'émission d'Aya Aboulay sur l'Amérique du Sud. Elle vous préparait quelque chose de beaucoup plus précis et concret par rapport à la dernière émission. Voilà, c'était la PNIX sur le 3e lieu, émission du Journal International. Merci à tous. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream. Jean Moulin. Yes.